Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay. Ahora, amigos, ustedes saben, les comenté ayer y anteayer, creo que les comenté, que cuando pasó por aquí, por Montevideo, el 7 de mayo, Benoît Peeters, que es el autor de una de las de la primera biografía sobre el filósofo francés Jacques Derrida, bueno, pasó por aquí y mantuvimos una conversación. Benoît Peeters, entre otras cosas, generó esta apasionante biografía, dice acá, con más de 100 entrevistas hizo para escribirla, y aparte fue el primero autorizado por la familia de Derrida en recorrer el inmenso archivo personal, que vaya, si era inmenso, es gigantesco. Después él habla de ese archivo, y también tuvo acceso a la abundante correspondencia de este filósofo francés, Jacques Derrida, que parecía cartearse con las mentes más brillantes del siglo XX. Ahora vamos a escuchar la entrevista con Benoît Peeters. Benoît Peeters, bienvenido a Montevideo, y es un placer para La Máquina de Pensar contar con su presencia. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est ma seconde visite. La première fois, c'était pour la faculté d'architecture. Et cette fois-ci, c'est essentiellement pour la biographie de Derrida. Usted ha hecho muchas biografías de diferentes personajes. Muy diferentes. Très différents. Quizás lo único en común es el éxito que tuvieron en su vida. C'est le succès. Ah oui. Ce sont des personnalités du XXe siècle aussi. Personalidades del siglo XX. Exactamente. ¿Qué lleva o qué lo impulsa para elegir al personaje o a la persona para la biografía? Pour une biographie. Ce qui est curieux, c'est que ce sont toutes des personnalités qui ont compté pour moi énormément dès ma jeunesse. Tuvieron importancia desde su juventud para él. Évidemment, Hergé, le père de Tintin, ou selon moi le fils de Tintin, puisque c'est le titre de la biographie, c'est d'abord une lecture d'enfance. Mais c'était resté une lecture d'adolescence. Et quand j'étais étudiant, je me suis demandé comment il se faisait que cette œuvre m'avait accompagné à travers toutes les années. Alors que généralement, il y a des lectures pour chaque âge. J'ai continué à m'intéresser à Hergé à travers les années. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu. Et un jour, je me suis dit que je n'avais pas vraiment fait le livre que j'aurais dû faire. Parce que j'avais écrit un premier livre très jeune, qui s'appelait Le Monde d'Hergé. Mais à l'époque, les archives étaient tout à fait fermées. Donc j'ai fait ce livre, mais qui prolongeait un intérêt de presque toute une vie. Et qui s'est écrit très naturellement. J'ai écrit sur Paul Valéry, et je vais recommencer bientôt ce livre en l'amplifiant. Mais Paul Valéry avait été une lecture importante de mon adolescence et de ma jeunesse. Et aussi un auteur que j'avais continué à lire régulièrement avec des curiosités déplacées. Quant à Jacques Derrida, lorsque j'étais étudiant, d'abord au lycée Louis-le-Grand, où lui-même avait été élève, puis étudiant en licence de philosophie. J'allais parfois écouter son séminaire à l'école des hautes études. L'accès était libre. Et c'était un philosophe qui déjà me parlait. Peut-être parce qu'il était très proche de la littérature. Et que j'étais moi-même entre littérature et philosophie. Un peu plus tard, j'ai retrouvé Derrida dans d'autres circonstances. Avec une amie photographe, Marie-Françoise Plissard.
Marie-Françoise Plissard, nous avions créé un récit photographique appelé Droit de regard. Fotográfico llamado Derecho de Miradas, Droit de regard. Droit de regard. Un ouvrage étrange, un récit d'une centaine de pages, entièrement muet. 100 páginas, completamente mudo. Et notre éditeur, Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, très prestigieuses, aimait beaucoup le livre, mais trouvait qu'un livre entièrement muet ne trouverait pas son public. Et il disait qu'il faudrait une préface ou il faudrait un texte. Alors je me suis dit à ce moment-là, la seule personne qui pourrait écrire quelque chose sur ce livre, ce serait Jacques Derrida. Et Jérôme Lindon nous a dit, bonne chance. Si vous revenez avec une préface de Derrida, je publie. Les digo que sí. Et nous avons écrit à Derrida, j'étais un peu intimidé. Un poco intimidados. Et il a dit, je suis tout à fait débordé. Estoy completamente desbordado. Mais je suis curieux. Vous m'avez rendu curieux. Tengo curiosidad, me despertaron la curiosidad. Il nous a donné rendez-vous, nous sommes arrivés avec le manuscrit. Llegamos con el manuscrito. Qu'il a regardé longuement. Que lo miró detenidamente. Et il a dit, si j'avais eu le temps, j'aimerais bien écrire quelque chose. Me gustaría escribir algo. Alors nous lui avons dit, prenez le temps. Le dijimos, tómese su tiempo. Et un an après, il m'a appelé. Me llamó. Et il avait écrit un texte immense. Un texto largo, inmenso. Pas du tout une préface. Non, 70 pages. 70 páginas. Il me disait même au téléphone, teléfono, j'en suis à 70 pages. Estoy en 70 páginas. Et je lui ai répondu avec la naïveté de la jeunesse. En forma inocente, la inocencia de la juventud. Il va bientôt falloir conclure. Va a tener que concluir pronto. Je ne savais pas que je touchais à un problème majeur de Derrida. Iba a tener un problema mayor con Derrida. Qui était l'impossibilité de faire cours pour une conférence. L'impossibilidad de hacer cursos para una conferencia. Pour un article. Para un artículo. Ou pour une préface. O para un prólogo. Mais ce livre nous a donné l'occasion de nous fréquenter plusieurs fois. De vernos muchas veces. C'était un très beau cadeau qu'il nous avait fait. Un precioso regalo que nos había hecho. Et comme le livre a été traduit, nous avons voyagé 2 ou 3 fois ensemble. Viajamos varias veces juntos. Évidemment, je n'imaginais pas une seconde. No me imaginaba ni por un segundo. Face à cet homme d'environ 55 ans. De alrededor 55 años. Qu'un jour je me retrouverai à écrire sa biographie. Y además con un paso tan rápido, tan directo, de façon si rapide, si directe, de comunicación avec lui. Oui. Sí. Nous avons gardé une forme de relation à travers les années suivantes. En échangeant des livres. Intercambiando libros. Il était très généreux avec ses amis pour les envois de livres. Il a même lu quelques-unes des bandes dessinées dont j'avais fait le scénario. Je ne suis pas sûr qu'il avait lu beaucoup d'autres bandes dessinées dans sa vie. Mais c'était un être curieux et très ouvert. Et très facile dans le contact. De contactarse con él. Es raro para alguien tan famoso, ¿no? Si célèbre. C'est bizarre. Oui. Alors les gens les plus célèbres sont curieusement souvent les plus accessibles. Les vrais grands, les vraies personnes importantes. Quand j'étais étudiant, j'ai approché aussi Alain Robbe-Grillet ou Roland Barthes, qui étaient déjà très glorieux et qui avaient autre chose à faire que passer du temps avec moi. Mais voilà, ils avaient cette générosité. Et donc, après la mort de Derrida, mort prématurée que j'avais appris avec beaucoup de peine, je l'avais revu quelques fois, la dernière fois en 2000. Et j'ai appris que toutes ces archives allaient être déposées dans une ancienne abbaye en Normandie, un lieu qui s'appelle Limec. Et
En parlant avec mon éditrice chez Flammarion, qui me parlait de mes nouveaux projets, et qui me disait ce serait bien de faire à nouveau une biographie. Vous faites bien les biographies. J'ai dit il faudrait vraiment une personnalité qui me passionne suffisamment. Parce qu'une biographie est un immense travail, un énorme investissement. Et le nom de Derrida est venu dans la conversation. Et j'ai dit, ah oui, ça, Derrida, si je pouvais le faire. Derrida podría hacerlo, si puedo hacerlo, lo hago. Et puis il fallait convaincre sa femme, Marguerite Derrida. On était à peine 3 ans après la mort de Derrida. Ça pouvait sembler, par certains côtés, trop tôt. Trop encore douloureux. Mais d'un autre côté, il avait conservé tous ses papiers. Il avait souhaité qu'ils soient mis à disposition sans réserve de durée. Il ne fallait pas attendre 10 ans ou 20 ans. Alors son épouse a demandé à réfléchir quelques jours. Et puis elle m'a dit, Jacques, vous aimez beaucoup. Et comme il faut bien qu'il y ait une biographie, comme c'est inévitable, même si par certains côtés, je préférerais attendre, autant que ce soit vous. Et c'était une magnifique marque de confiance. Parce qu'elle m'a laissé un accès absolument libre à tout. Et qu'elle m'a donné elle-même un témoignage abondant et précieux. Voilà, donc j'ai d'une certaine façon payé une dette. Essayé de payer une dette. Par rapport au cadeau que Jacques Derrida nous avait fait. Et par rapport à cet autre cadeau qui avait représenté la lecture de ses livres. Mais bien sûr, maintenant, je connais beaucoup mieux Derrida que je le connaissais quand nous dînions ensemble. Y cuando la viuda de Derrida lo aceptó como biógrafo. Se trataba de un trabajo muy largo, de años de investigación, y donde cabía la posibilidad de que no fuera autorizada la biografía. No. J'avais signé déjà un contrat avec l'éditeur. Et Marguerite Derrida n'avait rien exigé. Elle n'a pas demandé à relire. Et je ne souhaitais pas lui faire relire. Je ne voulais pas que ce soit une biographie autorisée. Mais j'ai tenté que ce soit une biographie respectueuse. Et de blesser le moins possible. Même si, bien sûr, pour les proches, une biographie a forcément quelque chose de blessant. Surtout si peu de temps après la disparition. Parce que quand la biographie relate ce que l'on sait, elle rappelle ce qui est perdu. Et quand elle relate ce qu'on ne sait pas, elle surprend, et parfois de façon difficile ou douloureuse. Mais je crois que Marguerite Derrida est une femme d'une extrême sagesse et d'une grande intelligence, qui a compris que la fidélité n'était pas l'appropriation. José Luis Borges decía que una biografía no tendría que ser un inventario de domicilio, que la vida va por otro lado, los ejes de la vida. Usted busca trazar un eje o varios ejes para comprender la personalidad del biógrafo.
Il est certain que la biographie, seguramente es cierto que la biografía, l'idée même de biographie contient d'innombrables pièges. Contiene muchas trampas. Et que certains, encore plus que Borges, ont même remis en question algunas se cuestionan la possibilité qu'une biographie ait un sens. La posibilidad, se preguntan si la biografía tiene un sentido. Heidegger disait à propos de Aristote, respecto a Aristóteles, Aristote est né, Aristóteles nació, il a pensé, pensó et il est mort. Y murió. Pour lui, la biographie d'Aristote se réduisait à cela. Aristóteles sería eso. Et certainement, dans le fond de son cœur, Heidegger aurait préféré qu'il n'y ait pas de biographie de lui. Corazón, Heidegger hubiera deseado que no hubiera una biografía de él. Mais nous savons, et pas seulement à travers Farias, que la biographie de Heidegger est désormais indissociable de son œuvre. Era indisociable de su obra. Donc le discrédit porté quelquefois à l'endroit de la biographie n'est pas forcément une chose qu'il faut prendre à la lettre. Maintenant, il y a plusieurs façons de la faire. On pourrait avoir une biographie qui ne soit qu'une compilation d'anecdotes. On pourrait avoir, et ça arrive dans certaines biographies anglo-saxonnes, une biographie qui n'est qu'une succession de dates. Et qui, par exemple, nous raconte tous les voyages de Derrida dans leurs détails. Il a tant voyagé que ça deviendrait vite fastidieux. Mais en même temps, une biographie qui ne s'appuierait pas sur suffisamment d'archives, qui ne recouperait pas assez fortement les sources, n'aurait pas de valeur historique. Donc j'ai tenté de faire une biographie d'une certaine façon au sens classique du terme. Pas en m'abritant derrière l'étiquette de biographie intellectuelle. Idée que Derrida lui-même jugeait très factice. Il disait, peut-on séparer le public du privé? Pourrait-on écarter l'enfance, la famille, les amitiés, les amours, l'argent? Voudrait-on se concentrer uniquement sur les lectures et sur l'écriture? Ce serait une vision très faussée, surtout pour un philosophe comme lui, qui a donné une place énorme à l'autobiographie. Derrida est un des grands philosophes autobiographes dans la lignée de Saint-Augustin, de Rousseau, de Kierkegaard ou de Nietzsche. Et donc tous ces penseurs ont estimé que la vie et le sujet dans sa singularité était un objet digne de pensée et une condition de la pensée. Bien sûr, quand je dis cela, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'éléments intellectuels dans ma biographie. J'ai essayé de ressusciter les influences, les polémiques innombrables auxquelles Derrida a été mêlé, la genèse de ses livres, la réception de ses livres, et beaucoup d'éléments de cet ordre. Mais je n'ai pas voulu éliminer les autres. Et j'ai tenté dans l'écriture d'être tantôt très détaillé et très factuel, et tantôt plus synthétique. Il y a par exemple un chapitre important dans le livre qui s'appelle Portrait du philosophe à 60 ans, et qui essaye de le saisir dans sa personnalité, dans son rapport boulimique au travail, dans sa relation aux prises de parole et parfois à la prise de pouvoir, dans ses fidélités aux amis, fidélité parfois jusqu'au boutiste, maximaliste, mais aussi son goût pour la cuisine ou les films de mafia. Voilà, ce sont des étrangetés
qui, à mon avis, font partie du portrait du personnage. Forman parte del retrato del personaje. Un autre biographe aurait sans doute choisi Otro d'autres biógrafo traits. de pronto había elegido otros rasgos, otras características, porque tuve acceso a miles de informaciones, de datos. Des lettres qu'il a reçues, Cartas que él recibió, des lettres qu'il a envoyées, qui étaient cartas que dispersées, envió, que que j'ai dû estaban retrouver, dispersadas, que tuve que encontrarlas, des manuscrits, buscarlas, manuscritos, mais aussi une centaine de pero témoins también un centenar de testigos qui ont parlé de lui, que généralement de hablaron de él, manière generalmente très positive, en forma muy positiva, mais quelquefois de manière pero a négative, veces también de forma negativa, parce qu'il restait des blessures. porque habían heridas. À travers tout cela, j'ai essayé de construire un récit Traté de construir un relato qui ne soit pas réservé que aux no philosophes sea et aux reservado spécialistes, a los filósofos, a los especialistas, mais qui donne aussi envie de lire pero Derrida, que dé ganas de leer Derrida. et si possible qu'il le fasse Y es aimer. posible que también lo amen. Parce que pour moi, une biographie qui est un acte d'indiscrétion dans un Una premier temps biografía es un acto de indiscreción en una primera instancia. ne peut se faire que s'il y a aussi Solo se de puede l'admiration. hacer si hay admiración por la Pourquoi persona. aurais-je passé 3 ans de ma ¿Por qué vie pasar 3 años de mi vida pour quelqu'un dont je por n'estimerais pas alguien si yo l'œuvre no me hubiera gustado, no estimara su obra ou que je n'apprécierais pas o comme que homme? no lo apreciara Alors bien sûr, c'est un jeu un como peu hombre? difficile. Entonces es un juego un tanto difícil. On a toujours peur de découvrir Siempre quelque tenemos chose miedo de qui descubrir ne nous plairait pas algo du que tout. no nos guste realmente. Et par moments, Y por j'ai pu momentos être pude ser- déconcerté par certaines estar choses. desconcertado por algunas cosas. Mais globalement, je l'admire Pero plus aujourd'hui qu'autrefois. globalmente lo admiro más hoy que antes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Benoît Peters, el escritor francés que escribió la biografía de Jacques Derrida. Si yo le pregunto Si je vous demande para la cantidad de datos la quantité que había en de torno a Derrida, données qu'il y avait autour de Derrida, d'informations, yo creo que necesariamente debería haber nécessairement un dato, un il y a eje eu à avoir une donnée que le diera un luz axe a todo el resto, qui donne un peu de lumière à tout le reste. y que en el caso de un biógrafo Et dans sería le cas uno, en d'un el caso de biographe, de otro biógrafo sería Dans otro. le cas de notre biographe, ça peut être une autre personne. Derrida, Derrida, su infancia tiene Son que ver, infancia, digo, mucho con su vida y con su necesidad de ser incluido. au besoin d'être inclus. ¿Cuál sería el eje o la idea ou l'idée madre que tenía matriz mère pour votre para hacer la biografía, pour faire la biografía. para tratar de concentrar los datos que después se expandían de nuevo, ¿no? Et après, vous allez distribuer. Vous avez raison de poser cette Tiene question. razón en formular esa pregunta. Et les questions de construction Y m'ont la beaucoup pregunta préoccupé. de construcción me preocupó mucho. On sent à un Se moment qu'il y a des siente périodes en dans une un vie, momento determinado que hay periodos en una vida, mais elles ne sont pas toujours les plus pero évidentes. que no son siempre los más evidentes. Une première coupure qui est essentielle Un primer corte esencial survient à la fin de l'année 1962. viene a fines del año 62, 1962. Derrida est né en 1930 en nació Algérie. en 1930 en Argelia. 1962, c'est l'année de l'indépendance de l'Algérie. 1962 es la fecha de la independencia de Argelia. C'est l'année où ses parents vont devoir quitter l'Algérie et lui doit lui dire adieu El pour momento que presque sus toujours. padres tienen que irse de Argelia y él tiene que decir adiós para siempre. Mais c'est aussi l'année Pero de son es premier también livre, el año de su primer libro, qui paraît dans les derniers jours de que aparece en 1962, los últimos días del año 1962. qui a été l'objet d'un énorme travail Fue très objeto de un difficile, enorme trabajo muy difícil, parce que c'était un sujet assez porque technique, era un tema bastante técnico, mais aussi parce que Derrida n'avait pas pero encore también confiance en lui. porque Derrida no estaba tan confiado en sí mismo, no tenía Et tanta confianza en sí cette mismo. publication marque Esta ce qu'il a appelé un publicación jour, marca lo que llamó en cierto momento, un día, dans un entretien, a lo largo de una entrevista, la fin d'une adolescence de 32 ans. el final de una adolescencia de 32 años. Ce qui est drôle, c'est évidemment que ça Lo fait que remonter es, l'adolescence claro, es que la à sa adolescencia naissance. la remontó a su nacimiento. Mais par-delà ce Pero jeu,
ça nous dit qu'il n'est pas devenu lui-même d'un coup. Jusqu'à ce moment-là, il se faisait appeler Jackie. C'est le prénom que ses parents lui avaient donné. Quand il publie son premier livre, il prend le prénom plus respectable et plus français de Jacques. Et je crois que ce changement, pour quelqu'un qui s'est tellement attaché à la question du nom et de la signature, est loin d'être un détail. C'est vraiment une période de sa vie. Et il y a une autre date majeure qui marque le passage entre la deuxième et la troisième partie du livre. C'est la fin de l'année 1983. Los fines del año 1983. 83. Il y a à la fois à ce moment-là la rupture d'une relation amoureuse importante, la ruptura de una relación amorosa muy importante, la mort de son grand ami américain Paul de Man, et le fait de quitter l'école normale supérieure où il enseignait jusque-là pour passer à l'école des hautes études où il pourra assurer un enseignement beaucoup plus libre sur les thèmes qui sont vraiment les siens et non pas sur les thèmes qui sont imposés par l'éducation nationale. Et dans ce moment-là, je dis Derrida, c'était le nom de la deuxième partie, Derrida, devient Jacques Derrida, se transforma en Jacques Derrida, c'est-à-dire d'une certaine façon se réconcilie avec lui-même, avec des dimensions plus intimes, plus subjectives, plus lyriques, et avec la part de judéité et d'algérianité qu'il avait un peu masqué dans la période précédente. Période où il ne s'autorisait pas à 100% à être lui-même, où il était un peu plus prudent. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'à deux moments de sa vie, Derrida s'est dit, ça y est, une période se termine. Il n'empêche qu'avec le recul, et à la lumière de cet événement étrange et essentiel qu'est la mort, une vie se transforme en une entité dont le sujet lui-même n'a pas pu avoir conscience. Peut-être que Derrida, à 70 ans, se disait mon œuvre commence vraiment, je vais être libéré de mes obligations d'enseignement et je vais écrire le grand livre de ma vie, celui que j'ai toujours approché et que je n'ai jamais pu faire, celui qui restera. Mais la vie en a décidé autrement. Et pour nous, cette vie interrompue forme une unité. C'est pourquoi je pense qu'une biographie n'existe que post-mortem. Correcto. Para terminar, porque para escribir biografías, la escritura de guión y de historieta, ¿tiene que ver o no tiene nada que ver? C'est une excellente question. Es una excelente pregunta. Je crois qu'il y a beaucoup de rapports. Creo que tiene mucha relación. Que hay mucha Car relación. effectivement, je reste hanté par l'idée qu'une biographie est aussi un récit. Me atrae decir que una biografía es también un relato. Un récit vrai. Un relato verdadero. Je ne trie jamais avec la vérité Yo no hago trampas ou ce que je peux savoir de la de lo vérité que puedo saber de la verdad au moment où en el j'écris. momento en que estoy escribiendo. En el Mais momento j'ai que des escribo. préoccupations de narrateur. Pero tengo preocupaciones de narrador. Où commencer un chapitre? O comenzar un capítulo. Sur quelle phrase le finir pour donner envie d'aller plus ¿Con loin? qué enunciado terminarlo para que quede mejor? Comment changer de rythme? ¿Cómo cambiar de ritmo? Comment faire passer ¿Cómo un développement très hacer technique et pasar un difficile? desarrollo técnico y difícil? Éventuellement avec une anecdote Inicialmente, qui a través raccroche de una l'intérêt du anécdota lecteur. que atraiga el interés del lector.
Et plusieurs personnes m'ont dit, après avoir lu cette biographie, c'est un très gros livre, je pensais que j'allais mettre longtemps. Pensé que me iba a tardar mucho en leerlo. Et finalement, je l'ai lu très vite. Lo leí muy rápido. Il l'avait lu comme une histoire, alors qu'ils avaient peur d'un ouvrage philosophique et difficile. Tenía miedo de encontrarse con un libro filosófico y difícil. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'une époque, es la historia de una época, d'un philosophe pris dans son siècle, tomado en su siglo, dans les périodes les plus sombres de ce siècle, pris dans le milieu intellectuel avec toutes sortes de grandes figures autour de lui. Althusser, Foucault, Paul Ricoeur, Lévinas, Lacan et tant d'autres. Et ça, je cite seulement des noms français, mais il y a eu d'autres noms dans le monde entier. Et ces personnages sont parfois à l'arrière-plan, atrás, parfois arrivent à l'avant-plan, a veces pasan al primer plano. Et ça, c'est très proche de la conduite d'un récit. Es próximo a lo que es la conducta de un relato. Vous imaginez bien que dans un scénario de cinéma ou de bande dessinée, il vous arrive d'avoir une vue très large, de planter le décor ou l'époque, et qu'à d'autres moments, vous êtes si près du personnage que tout s'efface dans le flou derrière lui. C'est le genre de choses que j'ai essayé de faire et c'est pas mal de patience. C'est pour cela que j'ai écrit parallèlement à la biographie un petit livre qui s'appelle 3 ans avec Derrida, les carnets d'un biographe, et où j'ai raconté un peu au jour le jour cette quête très particulière qu'est une biographie. Parce que quelquefois j'ai l'impression que la biographie est déconsidérée comme genre, considérée comme moins littéraire que le roman et moins sérieuse qu'un livre d'histoire. Or, je crois qu'une biographie est autre chose. Et qu'en tant que genre, elle a sa dignité. J'ai essayé de faire partager cet intérêt pour le genre biographique, dont je suis aussi un grand lecteur, à travers ce gros livre, Derrida, et le petit livre qui l'accompagnait, mais qui n'existe pas en espagnol. Mais voilà, ça c'est l'impression subjective. Quelqu'un pourra dire non, ce n'est pas mon Derrida. Et surtout ceux qui ne sont pas dans le livre, qui ont toujours l'impression qu'ils devraient y être, mais j'aurais pu interroger 500 personnes. Il a eu une vie extrêmement sociale, formé des milliers d'étudiants et voyagé partout à travers le monde, avec des échanges très généreux avec ses collègues. Et donc, bien sûr, ma biographie n'est ni totale ni définitive. Il n'y a pas de biographie définitive. C'est une question philosophique. Bueno, gracias por estar aquí en la máquina de pensar. Merci à vous de vos questions et de votre traduction. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, y para terminar esta semana dedicada al filósofo Jacques Derrida, los invito a escuchar esta conversación, esta entrevista entre el periodista Carlos Muñoz y el filósofo Simón Rollo, obviamente hablando sobre Jacques Derrida. Se trata de un programa producido por Atei Televisión y que está auspiciado y está de alguna forma producido por la revista electrónica de filosofía Aparte Rey. Los invito ahora a escuchar a Carlos Muñoz hablando con el filósofo Simón Rollo. Sobre todo diría que en uno de sus aspectos es bueno que Derrida se nos escape entre las manos, porque asirlo sería de alguna manera quitarle su fecundidad. Derrida ha ocupado mucho de su labor filosófica a tratar de lo inalienable, de aquello que no puede ser dominado, sujeto, pero que de alguna manera para permanecer en ese estado tiene que terminar hablando y escribiendo. Y por esto es un poco lo que, no sé si conoces el libro de François Cousset, de Friends Theory, que es un libro reciente,
En ese libro, donde él analiza un poco el desembarco de todo el pensamiento postestructuralista francés en los campos americanos, él plantea que hay un misterio de Derrida, ¿no? Es decir, cito literalmente unas líneas, dice: hay un misterio de Derrida, más que por su obra, cuya opacidad, sin embargo, no puede negarse, por su canonización, primero estadounidense y luego mundial, un pensamiento tan poco asignable, tan difícilmente transmisible como el suyo, un pensamiento que no sabríamos situar, salvo tal vez en algún punto entre la ontoteología y la exploración poética, filosófica de lo inefable, que es justo lo que tú andabas diciendo, ¿no? Un pensamiento, en definitiva, que se mantiene a distancia y se pregunta: ¿cómo ha podido convertirse en el principal producto, digamos, filosófico del campus americano, ¿no? Fundamentalmente. ¿Hay un misterio de Derrida? ¿Tú crees que hay un misterio de Derrida? Sí. ¿Cómo puede ser que un pensador influya tanto en vida, además, ¿no? En todos los campos, en música, en arquitectura, en arte, en literatura, en filosofía, obviamente, ¿no? Un poco en todos los campos de las humanidades, incluso también de las ciencias, ¿no? Porque podríamos hablar del fenómeno Sokal en algún momento y tal, pero bueno. Hay un misterio de Derrida. ¿Cómo puede ser un texto tan opaco, tan denso a veces, tenga esa capacidad de influencia en vida del propio autor? Sí, hay un misterio de Derrida. El misterio tiene diversas causas. Vamos a mencionar alguna de ellas. Yo diría que una de las causas del misterio de Derrida es que pertenece a una vertiente de la filosofía que está muy ligada a la literatura y a las artes, antes que la vertiente más ligada a las ciencias naturales, físicas y naturales. En este sentido entraría en una clasificación que hizo Richard Rorty en su libro ya clásico La filosofía y el espejo de la naturaleza, entre la filosofía sistemática, que estaría ligada a las ciencias y vinculada fundamentalmente a la razón. Razón viene de ratio y significa cálculo, una razón calculadora. Y otra vertiente de pensamiento que es la filosofía edificante. La filosofía edificante estaría más ligada a la literatura, al arte, a la poesía, y entonces no trataría tanto con la razón como con el pensamiento, ¿no? El éxito de una filosofía como la de Derrida es su carácter abierto. Engloba a la razón, pero va más allá de la explicación, sino que se sitúa en un comprender. Yo creo que esta posibilidad de mayor amplitud en el espectro filosófico es uno de los motivos de que Derrida haya realizado una filosofía, por un lado, que no hace concesiones, que es muy difícil de comprender y de leer, y sin embargo que se haya extendido en muchísimas áreas. El misterio de Derrida podríamos decir que tiene ciertas semejanzas con el misterio Lacan y la extensión del psicoanálisis. Uh-huh. Bueno, Rorty efectivamente, no sé si le consideraría un filósofo. Él a veces habla como de Derrida como un inventor, como un creador de un nuevo género, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que es un filósofo o que es un escritor? ¿No? Es decir, ¿en dónde le colocarías? ¿En el campo de la filosofía? ¿En el campo de alguien que utiliza la escritura como medio de expresión ajeno, digamos, al corsé de un género? Yo le consideraría un filósofo, pero uno de esos filósofos que procura que no haya unos límites rígidos entre las diversas disciplinas. En este sentido está procurando que no haya unas fronteras de la filosofía bien definidas. Él mismo parece pretender que no se pueda clasificar su obra ni su pensamiento dentro de un marco conceptual muy definido, y precisamente salvarse de ser
perfectamente clasificado, equivale a salvarse de la dominación. Sí, de ahí un poco el uso del lenguaje, ¿no? Y su triunfo también, ¿no? Es decir, sabemos que los diccionarios franceses están introduciendo ya sus neologismos, ¿no? El concepto de différence Pero vamos, la pregunta clave en este caso es ¿qué es eso de la deconstrucción, ¿no? Es una palabra que casi estamos saturados de oírlo. Woody Allen titula películas con la de construyendo a Harry. Ferran Adrià, ¿no? Habla de la cocina deconstructiva. El año pasado o así, José Luis San Pedro, que es un periodista científico del País, publicaba también un libro diciendo deconstruyendo a Darwin. ¿Qué es eso de la deconstrucción? ¿Se puede explicar sencillamente? Sí, yo precisamente una de las labores que me gusta hacer en filosofía es mostrar que los discursos filosóficos, aunque tienen un vocabulario muchas veces técnico o forjado por los pensadores y que suele ser difícil y peculiar, sin embargo transmiten cosas que se pueden simplificar. Si mi madre, que no tiene nada que ver con la filosofía, me preguntase, hijo mío, ¿qué es esto de la deconstrucción? Pues entonces yo le diría, mira mamá, la deconstrucción es una forma de pensar y además una forma de hacer que se ha inventado un señor francés, que consiste en desarmar, desmontar un montaje, desmontar un montaje, valga la redundancia, y luego volverlo a montar de diferente manera. El ejemplo que se puede dar es cuando deshaces una radio, ¿no? Si tú deshaces una radio, sobre todo si no eres técnico en electrónica, pues cuando intentas volverla a montar, lo que te ocurre es que te sobran piezas. Y es que no tenemos que desmontar una radio y volverla a montar tal y como estaba. Lo que propone Derrida es desmontar una radio y con las piezas de la radio montar otra cosa, un instrumento musical. Esto tiene un sentido político, pero también entiendo que, creo yo que puede tener un uso político, pero ¿cuál es realmente la finalidad de ese proceso deconstructivo? Es decir, ¿para qué queremos desmontar y construir otra cosa? ¿Por qué hay que desmontar en primer lugar? ¿Por qué hay que desmontar la tradición filosófica fundamentalmente, ¿no? Imagino que es lo que hace Derrida. ¿Hay que desmontar la tradición filosófica para producir más tradición o para acabar con ella o para, en fin, dedicarnos a otra cosa? La tarea de desmontar la tradición filosófica proviene de una corriente de filosofía que surge como crítica, en parte como crítica de la modernidad. La posmodernidad tiene asignada la tarea de realizar una crítica y un desmontaje de los errores contenidos en la modernidad. No solo eso, porque se podría decir que Derrida pertenece a un elenco de pensadores en los que no solo habría la situación de ser una conciencia crítica de la modernidad, sino incluso una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad significaría que se tendrían que empezar a realizar las cosas sobre distintas bases y con nuevos principios. Eso es muy difícil porque la tradición pesa y es muy larga. Y en ese empeño yo creo que tanto Derrida como los pensadores de su generación se volcaron en esa labor. En esa tarea. Y ese es el sentido político fundamentalmente, ¿no? Hemos visto un poco en el documental que Derrida entiende la filosofía como un riesgo, que es ese riesgo de dirigirse al otro e intentando evitar pues las formas de perversión, de corrupción, ¿no?
Tu trabajo en filosofía, independientemente ya un poco de tu conocimiento de Derrida, se ha centrado mucho en filosofía política, ¿no? Un poco también asumiendo un riesgo de pensar la política, no sé cómo se puede pensar la política ahora, ¿no? Más allá un poco de la crisis ideológica, de la quiebra de las utopías y sobre todo además con la dificultad que parece conllevar en estos momentos pasar de la teoría a la praxis, pasar de la teoría a la acción. ¿Cómo entiendes tú un poco la filosofía política y qué se puede hacer hoy en el campo del pensamiento para que, bueno, pues para ir a mejor, imagino, ¿no? Para que las cosas cambien a mejor, que en gran medida creo que era la pretensión de Derrida también, ¿no? La filosofía política actualmente pues está, por un lado, un tanto devaluada, ya que los parámetros clásicos parecen insuficientes. También entonces la innovación y la creatividad en el terreno de la filosofía política ha sido muy bien recibido. Resulta que otro de los motivos de que Derrida y la deconstrucción haya tenido tanta extensión en los campus universitarios es que a partir de su trabajo se encuentran herramientas con las que se pueden trabajar y tratar, comprender y actuar en fenómenos completamente nuevos. Pero muy locales, ¿no? Es decir, todas las políticas de identidad, todas esas luchas un poco que ha abierto el pensamiento de Derrida, no sé, pues del feminismo, un poco esas políticas de identidad parece que no conmueven las cosas, ¿no? Es pronto para también saber el nivel de conmoción de cosas que sí, opera o está operando. Yo creo que sí conmueven las cosas, es decir, habría que poner también ciertos ejemplos muy claros de cómo Derrida él mismo ha sido un pensador comprometido. Participó en el fin del apartheid en Sudáfrica y en la Comisión de la Verdad. Y entonces pues su trabajo a favor del perdón, de la reconciliación, de esos temas de la amistad, de alguna manera de lo que es una reconciliación necesaria pero al mismo tiempo imposible, entronca muy bien ahí. También saber leer a Derrida en clave política consistiría en decir, por ejemplo, me preguntan qué quiere decir Derrida cuando dice que la justicia está más allá del derecho. Y entonces yo pongo un ejemplo concreto. Miren ustedes, cuando Derrida dice que la justicia está más allá del derecho, lo que quiere decir es que bombardear Irak y matar a civiles con esas bombas en el país que antiguamente era Persia, pues no es justo. Y por tanto, aunque tuviera una sanción legal de Naciones Unidas, que no la tuvo la Segunda Guerra del Golfo, pero sí la primera, podemos seguir considerando que no es justo. Y entonces, ¿crees que, para terminar, que se nos acaba el tiempo, ¿crees que Derrida pasará a la historia como un gran pensador o ha sido un fenómeno del momento, un poco usado mediáticamente? ¿Crees que es uno de los grandes pensadores de la historia? Sin duda. Sin duda. Derrida es un gran pensador y ya tiene entrada de pleno derecho en el elenco. ¿Le seguirán leyendo dentro de un siglo? De los grandes. No me cabe la menor duda. Sí. Bien amigos, esto es todo. Se termina la semana en La Máquina de Pensar.